Bonjour, bienvenue dans l'entretien de France 24. À quoi joue le Pakistan? La question mérite d'être posée et elle est posée d'ailleurs par excusez du peu. D'abord par l'ancien chef d'état-major américain, l'amiral Mullen, qui, peu de temps avant de partir à la retraite, qui est un moment sans doute propice aux confidences et aux accès de vérité, livrait à haute voix ses soupçons contre le Pakistan, qui selon lui était derrière l'attaque contre l'ambassade américaine à Kaboul. Et elle l'est aussi par le président afghan, le président Karzai, qui a ouvertement accusé le Pakistan de jouer double jeu en soutenant le terrorisme, en soutenant les talibans en Afghanistan. Avec moi aujourd'hui pour nous éclairer sur ces questions difficiles et sur le Pakistan, l'ancien ambassadeur de France dans ce pays qui était encore à la fin de l'année dernière, Daniel Jouanneau. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé donc les 3 dernières années au Pakistan comme ambassadeur. Je voudrais vous citer, vous savez qu'on parle beaucoup de Wikileaks, le conseiller diplomatique du président Sarkozy, Jean-David Lévit, aurait eu ce diagnostic sur le Pakistan. Il aurait dit c'est une armée à la recherche d'un pays. Est-ce que vous partagez cela ? L'armée est très puissante au Pakistan. Enfin, l'armée a gouverné le Pakistan pendant 32 ans, alors que le Pakistan en a 64. Et quand elle n'est pas directement aux commandes, l'armée est dans la coulisse et elle pilote la politique étrangère de défense et de sécurité. Quand vous entendez ce que je viens de citer, c'est-à-dire ce qu'a dit l'amiral Mullen ou ce que dit le président Karzai, c'est pas une surprise pour vous, c'est pas une... Il y a une grande frustration américaine. Les Américains ont énormément investi au Pakistan. Ça remonte à la guerre froide, puis il y a eu l'alliance ensuite stratégique quand l'armée soviétique occupait l'Afghanistan, puis la guerre contre le terrorisme depuis septembre 2001. Et ils ont formé des centaines d'officiers pakistanais en espérant que le Pakistan allait revoir sa politique à l'égard de l'Inde. Il y a une grande frustration. Et là, on sent bien que les Américains, surtout depuis la découverte de la présence de Ben Laden, sont entrés dans une nouvelle phase de très grande méfiance à l'égard du Pakistan. Et en sens inverse, les États-Unis sont devenus au Pakistan l'ennemi numéro 1. Ça n'est plus l'Inde. En même temps, il y a ces critiques ouvertes et en même temps, on a l'impression pour les Américains, peut-être aussi pour les Européens, pour les Français, le Pakistan est un allié incertain, peut-être un allié même impossible, mais un allié indispensable. Absolument. Un allié difficile, un allié, une grande partie du ravitaillement des troupes occidentales en Afghanistan passe par le port de Karachi. Tous les jours, des avions de la coalition survolent le Pakistan en plein accord avec les autorités pakistanaises et en même temps, le Pakistan héberge des mouvements terroristes qui opèrent en Afghanistan. Est-ce que ça se passe à l'insu du pouvoir civil, c'est-à-dire du président, du Premier ministre? Parce que là aussi, quand on dit le Pakistan, on parle de quoi au fond? On parle de quel pouvoir au Pakistan? Vous avez dit vous-même que l'armée avait un rôle très important et on pourrait évoquer celui des services aussi, des services secrets, de l'ISI, l'ISI. Alors, eux savent très bien que ces mouvements sont là. On parle du mouvement Haqqani, c'était l'objet de la déclaration de l'amiral Mullen. Il y en a d'autres. Des accords de non-agression ont été passés par l'armée pakistanaise avec ces mouvements. Nous vous hébergeons. Vous pouvez opérer en Afghanistan à partir de chez nous et en contrepartie, vous ne commettez pas d'attentats en territoire pakistanais. Et ils n'ont jamais voulu dénoncer ces accords. Est-ce que vous diriez la même chose sur les Européens? Comment sont perçus les Européens et comment sont perçus les Français au Pakistan? Comme des alliés des Américains et donc à ce titre-là aussi comme des ennemis? L'Europe est d'abord perçue comme un grand marché, encore insuffisamment ouvert, donc il y a des négociations permanentes avec l'Union européenne pour permettre aux exportations textiles pakistanaises d'obtenir les mêmes avantages que celles d'autres pays qui ont des accords privilégiés. Deuxièmement, l'Europe est perçue comme donneuse de leçons en matière de droits de l'homme, et nous avons entièrement raison d'avoir ce dialogue
permanent avec le Pakistan sur les droits de l'homme. Donc l'Europe agace un petit peu. Et l'Europe, malheureusement, l'Union n'est pas perçue comme un animal politique, comme un partenaire avec lequel on pourrait traiter l'ensemble des sujets politiques. La balle est dans notre camp. Je crois que nous devons donner beaucoup plus de visibilité à l'action de l'Union européenne et la délégation sur place y travaille. La France a une bonne image. La France a l'image d'un pays indépendant. Vous avez parlé de l'Irak et c'est vrai que notre décision, la décision du président Chirac de ne pas participer à la guerre en Irak a eu un retentissement considérable. Il y a le souvenir du général de Gaulle qui avait de très bonnes relations avec le président du Pakistan, Ayoub Khan, qui a probablement été un des meilleurs présidents de ce pays trop souvent mal gouverné. La France est perçu comme un pays de haute technologie. Par exemple, nous avons fait l'aéroport de Karachi, nous avons construit des barrages au Pakistan, sans parler de la coopération militaire. Et la France est perçue comme ayant un message à part, et des valeurs à porter, plus la culture. Nous avons encore aujourd'hui 3 alliances françaises qui n'ont jamais fermé, malgré le risque terroriste. On fait très très attention. Est-ce qu'on est rentré, parce que les Européens sont aussi, et les Français, impliqués en Afghanistan, est-ce qu'on est rentré, à votre avis, dans les calculs de coulisses sur l'après États-Unis, c'est-à-dire alors que le retrait américain commence? Et est-ce que les véritables enjeux, c'est-à-dire au fond la rivalité entre l'Inde et le Pakistan pour l'influence sur l'Afghanistan, est-ce que tout ça n'a pas déjà commencé? Alors, c'est au cœur du dialogue politique entre la France et le Pakistan. L'objectif de tous les Occidentaux, c'est d'aboutir à un règlement politique en Afghanistan qui permette enfin à une autorité politique afghane de prendre le contrôle de tout le territoire afghan et qui permette à l'Afghanistan d'être stable et qui permette à toute la région de connaître enfin la paix. Alors, ça suppose une participation constructive du Pakistan à la fabrication de cette solution politique afghane et ça suppose la paix avec l'Inde. L'avenir du Pakistan passe par la paix avec l'Inde. Une bonne partie des problèmes du Pakistan viennent de cette tension permanente entre le Pakistan et l'Inde qui fait manquer beaucoup d'opportunités. Figurez-vous que entre l'Inde et le Pakistan, chacun des deux pays ne fait que 2% de son commerce extérieur avec l'autre. Ce qui est ahurissant quand vous avez une frontière de 3000 km et beaucoup de synergies potentielles. Est-ce que vous diriez que le Pakistan a un complexe vis-à-vis de l'Inde? Ah oui. D'infériorité? Non, pas d'infériorité, parce que le Pakistan a beaucoup de fierté. Il y a un grand orgueil national au Pakistan, le sentiment d'être un grand pays. Nous avons l'arme nucléaire, donc nous ne sommes pas un pays en développement comme les autres. Nous sommes dépositaires des valeurs de l'islam. Nous avons un message à porter au sein de la communauté islamique. C'est le 2e pays musulman du monde. 2 tiers de la population du monde arabe, le Pakistan. C'est quand même un des 6 plus grands pays de la planète. Donc, mais simplement, c'est comme 2 frères jumeaux, l'Inde et le Pakistan. L'un a réussi, est devenu une puissance régionale puis mondiale, avec un monde entier qui le courtise et qui est fasciné. Et puis l'autre n'a connu que des problèmes depuis la partition de 1947. Est-ce que le fait que ce pays regorge de ces madrassas qui alimentent l'islam radical est l'une des explications de ce retard pakistanais? Alors, il y avait 10 000 madrassas il y a 10 ans, il y en a 20 000 maintenant. Ces madrassas fabriquent des jeunes qui sont inutilisables sur le marché de l'emploi. Puis ils sortent au bout de 4 ou 5 ans, ne connaissant que le Coran, qu'ils ont appris par cœur, et qu'ils ont appris en arabe, l'arabe qui n'est pas du tout la langue du Pakistan. S'il y a autant de madrassas, c'est parce qu'il y a très peu d'écoles publiques. Et au Pakistan, à mon avis, le problème le plus grave, c'est qu'un enfant sur 2 seulement va à l'école, et un enfant scolarisé sur 2 quitte l'école sans savoir lire
ni écrire. D'où les madrasas. Et nous avons un rôle à jouer, enfin je veux dire, nous, Européens, nous avons un rôle à jouer ou c'est peine perdue? Notre rôle, d'abord, c'est de faire prendre conscience aux Pakistanais que l'essentiel de leurs problèmes vient d'eux-mêmes. Ça ne sert à rien d'accuser les Américains, d'accuser les Indiens, d'accuser la communauté internationale de ne pas être gentille avec le Pakistan. Et là, il y a quand même des choses encourageantes. La presse est libre et paradoxalement, c'est le régime de Musharraf qui a libéré les médias. Et on voit depuis 2 ans se développer un grand débat sur les responsabilités propres du Pakistan dans les problèmes qu'il doit surmonter. Et donc ça, les Européens sont considérés comme n'ayant pas d'agenda caché au Pakistan. Donc l'Union européenne, en dépit de ce que je disais il y a un instant, elle a quand même un certain crédit, parce qu'on considère que ce que disent les Européens, soit individuellement, soit à travers l'Union européenne, n'est pas intéressé. Il n'y a pas d'intention malicieuse. Une toute dernière question, Daniel Joanneau, pardonnez-moi parce que le temps va nous manquer. Est-ce que, grande inquiétude, l'arsenal nucléaire pakistanais, est-ce qu'il vous paraît en de bonnes mains? Les Américains répondent que oui. Et ce sont eux qui ont obtenu les informations les plus précises. Merci beaucoup, merci pour cette réponse brève mais néanmoins claire. Daniel Joanneau, merci d'avoir été l'invité de cet entretien que vous retrouvez sur france24.com. D'autres infos à suivre, à bientôt.